Bonjour à tous et bienvenue. On va donc parler d'hydrogène pendant 45 minutes sur cet espace Tech Academy. Ça tombe bien pour plusieurs raisons, parce qu'en fait aujourd'hui il y a la remise des grands prix de la création technique d'équipe auto et figurez-vous que l'hydrogène justement a été récompensé qu'un double prix. On va en parler dans un petit instant, mais je vous présente les intervenants de cette session. À ma droite, Ovarit Troing, le CEO de Illico. Bonjour, merci d'être venu. On expliquera tout à l'heure ce qu'est Illico, donc un opérateur qui propose des camions, un accès aux stations et puis tous les services qui vont autour. On continue le tour de table avec Bassel Aslan, qui est le directeur technique de Mission H24. Alors Mission H24, c'est le grand projet lancé par l'Automobile Club de l'Ouest avec H24 Project et qui prépare la future catégorie hydrogène des 24 heures du Mans, comme vous le savez sans doute. Et la voiture H24 Evo est exposée à l'entrée du hall 7.1. C'est un peu compliqué de la faire venir ici, mais en tout cas, vous pourrez la voir à l'issue de cette présentation. On continue que Jean-Baptiste Mossa, qui est le responsable des études de France Hydrogène, l'association qui regroupe évidemment la majeure partie des acteurs. Pour le groupe GCK qui fait du rétrofit, nous avons Stéphane Zinola. Vous représentez en fait Solution F, qui est une division de ce groupe GCK, mais GCK fait du rétrofit moteur thermique et pile à combustible. On pourra en parler naturellement. Et puis, nous avons Stéphane Ptak pour iCEDCO. Vous êtes directeur des flottes. iCEDCO, comme on le sait, c'est les taxis à hydrogène et aussi de la location et des stations. On en parlera naturellement tout à l'heure. Alors, je le disais, c'est une journée importante parce que l'hydrogène a été primé dans le cadre des Grands Prix de la création technique. Il y a un jury de 100 journalistes et figurez-vous que pour les technologies première monte, ils ont récompensé Finia qui fait des injecteurs pour les moteurs à combustion pour faire donc un moteur à hydrogène. Et ils ont été récompensés également pour la partie RSE, donc la responsabilité sociale et environnementale. Alors j'ai envie de dire c'est très symbolique sur un salon comme Équipe Auto où bon, vous le voyez, il y a des hybrides, il y a des voitures électriques, il y a aussi des voitures avec des boîtiers de conversion à éthanol. C'est plutôt une bonne nouvelle pour le secteur, Jean-Baptiste Mossa. La tenue du salon? Le fait que l'hydrogène soit récompensé. Ah oui. En fait, je crois qu'on est tous d'accord pour dire que la conjoncture est compliquée pour l'hydrogène. On peut se satisfaire que cette année, le gouvernement ait publié la stratégie hydrogène revisitée. On est quand même dans un contexte dans lequel la dissolution a conduit à un immobilisme politique très important. Et cette stratégie, cette version revisitée de la stratégie était attendue depuis très longtemps. Elle a le mérite de réaffirmer l'hydrogène comme un vecteur de décarbonation, avec un objectif de 4,5 gigawatts déployés en 2030 d'électrolyse pour cette production d'hydrogène et plus de 8 gigawatts à partir de 2035. L'ensemble des projets est donc significatif et pour autant, on peut quelque part se désoler que la mobilité ne soit pas explicitement mentionnée dans cette stratégie. C'est bien un petit peu la zone d'ombre dans cette stratégie. Également le fait qu'on ne soit que sur des objectifs, pas des obligations de déploiement, pas des mécanismes très identifiés en matière de soutien. Et pour autant, vu le contexte politique, je crois que vraiment on peut accompagner cet élan politique sur le fait de réaffirmer la présence de l'hydrogène. Et puis, bien évidemment, je pense que tout le monde a suivi l'actualité. Avant l'été dernier, Stellantis a affirmé la fin de son programme hydrogène. Et entre des mobilités plus légères et des mobilités plus lourdes, et on a un très beau panel, donc j'imagine qu'on va en parler un petit peu plus, eh bien, l'arrivée de ces véhicules utilitaires aurait été la marche ascendante entre les deux types de mobilité qui aurait été très efficace pour pouvoir charger les stations et pour pouvoir avoir des premiers véhicules français sur les routes. Alors, je reviens un petit instant sur le prix, parce qu'en fait, la solution de Finia s'applique aussi pour la compétition automobile. Et on retrouve notamment cette solution chez GCK. En fait, vous travaillez aussi sur la voiture de course à hydrogène et les injecteurs qui sont primés à Équipe Auto se retrouvent sur votre voiture. Oui, absolument. Donc c'est évidemment une grande fierté, je pense, dans le monde de l'hydrogène d'avoir un prix par justement une entité comme Finia, qui est une entreprise internationale mais qui fait son développement en France, à Blois. Donc c'est une technologie qui est quasi unique au monde, ce qui est développé à Blois sur l'injection directe hydrogène.
Donc nous, quand on a cherché à faire un véhicule haute performance pour démontrer la viabilité de cette solution sur les moteurs thermiques, on a fait appel à Finia. Donc notre V8 hydrogène qui équipe la Phoenix H2 est équipé d'injecteurs directs Finia aussi. Donc, on ne peut que se féliciter de ce prix. Alors ces mêmes injecteurs se retrouvent sur l'Alpine Alpenglow. Un mot peut-être, Bastien Laslan, parce que même si votre voiture, elle, fonctionne avec une pile à combustible, c'est les copains d'Alpine qui ont roulé avec vous 24 heures du Mans. Je pense que c'est la bonne façon de faire les choses. Motorsport, il était toujours un laboratoire dans lequel on teste les nouvelles technologies. Et je pense que c'est vraiment un pas dans la bonne direction. Au mieux que le domaine de motorsport, de tester les nouvelles technologies, de voir l'endurance, de voir la pertinence. Du coup, même si moi je suis côté fuel cell, je trouve que c'est un bon step côté moteur thermique pour le motorsport, pour l'endurance et pour le motorsport en général. Très bien. Alors, puisqu'on parle de mobilité, c'est effectivement le thème de cette table ronde, c'est la mobilité hydrogène, une filière qui avance lentement mais sûrement. Alors, c'est vrai que je me tourne vers vous, Stéphane Ptak. C'est vrai que l'été a été un petit peu difficile quand même pour cette filière. En principe, touche à rien, le micro fonctionne. Cet été a été difficile parce que bon, il y a une annonce de hype, il y a eu Stellantis qui annonce juste après qu'ils arrêtent. On pourrait presque croire que cette filière est à l'arrêt, mais bon, vous faites des taxis hydrogène et ça continue. Oui, ça continue. Nous, on continue à développer et déployer nos flottes. Donc aujourd'hui, on est le leader et le pionnier de la mobilité légère hydrogène avec près de 800 véhicules qui tournent aujourd'hui à l'hydrogène et 8 stations qui délivrent environ à peu près 30 tonnes par mois. Donc sur l'année 2024, ça représente plus de 330 tonnes de distribution d'hydrogène. Donc nous, on continue tout à fait à ce développement. Oui, il y a un coup d'arrêt avec les arrêts les annonces de Stellantis, mais on cherche des solutions. On avait déjà développé une offre pour justement l'utilitaire et pour les entreprises, des flottes d'entreprises sur lesquelles on avait énormément de demandes. Et aujourd'hui, on recherche des solutions avec d'autres partenaires sur du rétrofit, soit à combustion interne, soit sur de la pile à combustible, parce qu'on a toujours une forte demande du véhicule hydrogène en utilitaire. Merci. Alors, Ovarit pour Illico, lorsque vous avez entendu cette version revisitée de la stratégie hydrogène, bon, vous êtes dit quoi par rapport à la mobilité routière ? Alors, par rapport à la mobilité routière, effectivement, le retour qu'on avait ensemble au sein, en fait, à la fois de la filière mobilité, mais également en fait de la filière hydrogène, c'est que malheureusement, le message en fait de soutien politique à l'hydrogène pour les usages en fait de mobilité était peut-être un petit peu en fait absent de cette revisite de la stratégie nationale hydrogène. Or, je suis parfaitement convaincu, et je pense qu'à table, on est tous sur cette table ronde, on est tous parfaitement convaincus. On a absolument besoin de l'hydrogène en fait dans le mix énergétique pour décarboner ce secteur du transport. Dans ce secteur du transport, comme on le sait tous, c'est à peu près un quart, un tiers en fait des émissions de CO2 sur le territoire national. Le véhicule léger, en fait, en représente une bonne partie. Le véhicule lourd, pour le transport de marchandises, pour le transport de personnes, en fait, également représente en fait l'autre majeure partie. Et sans l'hydrogène, il sera vraiment en fait impossible d'ici 2030 et sans doute à horizon 2040 de vraiment pouvoir en fait avoir un effort de décarbonation et d'assurer la transition énergétique sur en fait ce secteur-là. Le véhicule lourd en fait est important. On aura sans doute besoin à un moment donné du moteur à combustion hydrogène et je suis ravi effectivement qu'un prix ait été desservi à cette société en fait fabuleuse qui est Finia, qui nous permet justement en fait d'avoir des avancées sur le moteur à combustion interne hydrogène, parce qu'on aura besoin en fait de toutes les technologies disponibles en hydrogène pour faire en sorte qu'on puisse équiper véhicules légers, véhicules utilitaires et véhicules lourds et décarboner nos mobilités. Alors cette filière hydrogène, vous l'avez compris, elle est toujours vivante. L'hydrogène a bien sa place. Il ne s'agit pas d'opposer les énergies, mais bien de montrer qu'il y a une complémentarité. Alors, j'ai appris ça juste avant de démarrer cette conférence, mais alors, je ne sais pas qui de Jean-Baptiste ou de Stéphane pourra en parler, mais Uber, apparemment, serait sur le point de déployer de l'hydrogène. C'est quand même très symbolique. Alors, les taxis n'aiment pas trop parler des VTC, mais bon. Oui, Uber, tout simplement parce que l'exemple concret du taxi aujourd'hui, avec 800 véhicules taxis parisiens qui tournent avec de l'hydrogène et qui font en moyenne 75 000 km par an, donc usage intensif, avec un besoin d'autonomie importante.
Uber a priori emboîté le pas, enfin c'est pas a priori c'est sûr, a emboîté le pas et donc a mis en place un plan pour subventionner et accompagner les chauffeurs VTC dans cette transition du thermique vers l'hydrogène et donc a fait rentrer ça dans son plan de subvention. Alors j'en reviens à vous Stéphane sur le côté de taxi. On va regarder quelques photos, voilà, pour bien comprendre. C'est une Mirai et le type de station, voilà à quoi ça ressemble. Oui, c'est une Mirai 2, parce qu'on a deux modèles aujourd'hui, la Mirai 1 et la Mirai 2. Donc ça, c'est la nouvelle génération de la Mirai qui est déployée massivement aujourd'hui sur le taxi parisien, mais maintenant aussi dans d'autres usages. On a aussi des flottes d'entreprises maintenant qui commencent à venir, des commerciaux, des itinérants ou autres, qu'on arrive maintenant à transiter vers cette mobilité-là. Et donc oui, là, elle est sur une de nos stations, parce qu'on ne déploie pas que l'usage, on déploie aussi les stations à travers un full pack qui permet d'accompagner nos clients vers la mobilité hydrogène. Donc elle est bleue, ça se voit bien. Alors, est-ce que la flotte va accueillir, j'allais dire, de nouveaux pensionnaires? Parce que bon, on sait que l'offre va se diversifier dans les mois ou années qui viennent. Il y a quelques annonces officielles sur des développements aujourd'hui de plusieurs constructeurs. On sait qu'il y a Hyundai qui devrait pas tarder à sortir son nouveau Nexo. On attend BMW qui est annoncé pour 2028. Et on sait qu'il y a d'autres constructeurs qui arriveront très prochainement dans cette compétition de véhicules hydrogène. Là, ce qu'on voit, c'est le garage, qui est le plus grand du genre. C'est votre garage pour voitures hydrogène à Saint-Denis. Oui, c'est donc a priori le plus grand garage connu, en tout cas dans le monde de l'hydrogène. C'est 46 entrées jour. C'est un garage aujourd'hui où, comme je vous ai dit, les véhicules font 75 000 km par an, donc forte intensité. Ici, on y répare aussi bien tout simplement le changement d'ampoule jusqu'à aujourd'hui un marbre, un déplacement de l'ossature carrosserie. Et on a donc en tout 25 techniciens qui sont formés pour pouvoir travailler sur des véhicules hydrogène aujourd'hui avec un atelier complètement dédié à ça. Dans votre offre, enfin plutôt dans votre organisation, il y a donc la Slota qui est une compagnie historique de taxi qui appartient donc à Esselco. Comment ça se passe la transition pour ces chauffeurs qui étaient habitués à rouler dans des taxis thermiques et qui sont passés à l'hybride et qui passent donc directement à l'hydrogène? Alors pour beaucoup, ils ont même fait cette transition directement du thermique diesel à l'hydrogène. Nos clients ont souvent tendance à dire, en fait, on a tout le confort de l'électrique, parce que pas de bruit, pas d'odeur, pas de vibration, très confortable à la conduite, mais tout en gardant en fait un usage thermique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on recharge un véhicule entre 3 et 5 minutes de 0 à 100%. Donc on retrouve une autonomie de 650 km sur une autonomie Mirai 2 et qui est valable aussi bien en hiver qu'en été. Et ça, c'est quelque chose qui est assez important pour nos clients. Et aujourd'hui, donc, cette transition, pour revenir dessus, elle est plutôt en fin de compte naturelle. Bien sûr qu'il faut continuer à développer le maillage, il faut continuer à accompagner tout l'écosystème hydrogène, et c'est ce que toutes les personnes qui sont là font très bien actuellement. Et ça permettra de pouvoir voir encore plus loin pour pouvoir développer cette mobilité. Stéphane Zinola, il a été fait mention du moteur thermique hydrogène. Pour des utilitaires, c'est quelque chose que vous pourriez faire? Alors aujourd'hui, déjà, effectivement, on a bien les deux technologies, la pile à combustible, c'est ce qui est employé majoritairement par les taxis aujourd'hui, et le moteur thermique hydrogène. Donc, nous, dans le groupe GCK, on travaille sur les deux, mais on travaille plutôt suivant une approche rétrofit. Donc l'approche rétrofit, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on rétrofit des flottes existantes, par exemple des moteurs diesel, pour les transformer en moteurs hydrogène. Donc ça, c'est la voie thermique, ou en supprimant carrément le moteur diesel et en le remplaçant par une chaîne électrique avec la génération d'électricité par la pile à combustible. Dans le cas précis dont on parle là, sur le véhicule utilitaire, aujourd'hui, donc ça voudrait dire qu'on serait capable de convertir un véhicule utilitaire diesel aujourd'hui en thermique hydrogène. Donc il y a quand même pas mal de difficultés qui existent sur cette opération-là. La première, ça va être d'implanter le stockage, les réservoirs de stockage, puisque le véhicule n'a pas été conçu nativement pour. C'est pas une Mirai 2 comme on voit, où on a conçu finalement la voiture autour des réservoirs d'hydrogène. Donc nous, on a cette première problématique. La deuxième problématique, et elle nous tient à cœur aussi dans le groupe GCK, c'est de dire qu'on cherche la meilleure technologie pour le bon usage.
Donc aujourd'hui, ces taxis-là, ils vont être utilisés où? Ils vont être utilisés principalement en milieu urbain. Donc on va rentrer dans les problématiques de coût d'usage aussi. On va comparer le coût d'usage du moteur thermique et le coût d'usage de la pile à combustible. Aujourd'hui, la pile à combustible présente des rendements bien meilleurs que le moteur thermique en hydrogène. Donc non seulement en fait, on va consommer plus avec un moteur thermique hydrogène, mais en plus on va avoir du mal à implémenter les bouteilles de stockage. Donc ça veut dire potentiellement des autonomies réduites et qui risquent de ne pas donner satisfaction aux clients derrière. Donc aujourd'hui, nous, pour répondre, donc on est sur cette approche rétrofit et on vise beaucoup plus les véhicules un petit peu plus gros. Donc typiquement, le produit chez GCK, c'est l'autocar. L'autocar, pourquoi? Tout simplement, par rapport à l'autobus, il possède des soutes et on peut positionner des réservoirs d'hydrogène dans ces soutes. Typiquement, sur les piles à combustible, on a des réservoirs de 22 kg, donc qui permettent d'atteindre des autonomies de l'ordre de 300 km. Donc on pense que c'est une meilleure solution. L'utilitaire léger, ça peut être une solution, mais en première monte, en rétrofit, ça sera compliqué, je dirais, et notamment pour le moteur thermique hydrogène, pour ces questions de consommation. Sur la mobilité, quelques ordres de grandeur avec vous, Jean-Baptiste Mossa, le nombre de stations, nombre de véhicules, qu'est-ce qu'on comptabilise chez France Hydrogène? Oui, on réalise un bilan annuel des déploiements de véhicules en France. Aujourd'hui, le nombre de stations d'une taille supérieure à 50 kg jour délivrés est de 33 en France, dont un tiers en Île-de-France. Et les projections sont pour un déploiement d'environ 100 stations à horizon 2030, avec un travail sur l'identification stratégique des différents axes sur lesquels ces stations pourraient être positionnées, en partenariat avec un groupe de travail et des acteurs de la filière. Et puis au niveau des véhicules, 1000 véhicules de type berline, hein, donc on en a 800 représentés aujourd'hui sur le podium, et 7 bennes à ordures et 6 camions pour l'instant, mais en tenant en compte du fait que ce sont des véhicules qui n'existaient pas il y a quelques années, et que c'est déjà une réussite extraordinaire d'avoir réussi en si peu de temps à développer ces véhicules lourds, et que des projets comme Grand Paris envisagent d'en déployer quelques dizaines dans les années à venir. Donc on est complètement dans les clous par rapport aux objectifs de la France et par rapport aux performances industrielles de ces nouveaux acteurs, même si quand on se compare à des déploiements qui peuvent exister plus loin en Asie, on peut avoir l'impression que c'est plutôt limité. Mais ce qu'il faut se dire, c'est que pour l'instant, on est dans la course avec les bons acteurs, avec des technologies particulièrement performantes. Donc félicitations à eux. Alors l'Asie, on va y revenir tout à l'heure parce que je crois que c'est intéressant. Mais d'abord, parlons un petit peu d'Illico. On va regarder les photos pour montrer à quoi ça ressemble un beau camion Illico. Ça va arriver. Peut-être en deux mots, ce qu'est cette structure qui est plutôt récente. Hein. Tout à fait. Donc, comme tu disais, Jean-Baptiste, on a eu la chance en fait de pouvoir mettre à la route l'année dernière, donc en exploitation commerciale, les premiers poids lourds hydrogène en France. Voilà. Et donc, on détient une partie justement en fait des véhicules sur ceux qui ont été dénombrés donc l'année dernière. Vous avez en fait à l'écran l'un de nos véhicules. Donc, c'est un tracteur donc que vous voyez en fait souvent à la fois sur les autoroutes, mais aussi donc en livraison en fait dans certains centres-villes. Tracteur en fait qui est amené donc à tirer une semi-remorque. On est en fait sur une rétrofit et je dirais en fait qu'on a choisi la voie de l'eau puisque c'est celle en fait de la pile au combustible. Donc on a utilisé un châssis Renault Trucks qu'on a en fait démotorisé, dédiésélisé. On a déposé les réservoirs, on a déposé la boîte de vitesse, on a déposé en fait le moteur à explosion. On a installé un moteur électrique, on a installé 2 piles à combustible de Toyota qui sont parmi les plus fiables en fait du marché. Et on a aussi installé donc les réservoirs d'hydrogène, une nouvelle boîte de vitesse. Et on a aujourd'hui un véhicule qui est parfaitement homologué, qu'on sait produire en série. Ce sont des véhicules de première génération pour l'édition 2024. On est en train de préparer la seconde édition qu'on présentera, je pense, en fait, dans un salon qui s'appelle Solutrans donc, au mois de novembre. Donc, vous serez j'ai un scoop pour vous. Il est sous la bâche. Voilà. Donc merci Laurent, parce qu'effectivement, tu sais très bien faire les choses. On est effectivement donc en préparation pour pouvoir présenter notre seconde génération de véhicules à Solutrans, donc dans la 3e semaine de novembre à Lyon. On se verra ensemble aussi, Laurent, pour cet événement-là, dans la mesure où on aura un véhicule qui sera toujours aussi fiable. On a aujourd'hui, en fait, sur les premiers véhicules en exploitation commerciale, pour les clients en fait, de la grande distribution et du transport de matériaux, des taux de disponibilité qui sont supérieurs à 95%. Donc ce qui veut dire en fait que uniquement en fait, dans 5% du temps, ils sont immobilisés en fait, pour des défaillances qu'on sait souvent en fait, résoudre en fait, très très rapidement.
Il sera beaucoup plus performant en termes en fait, de consommation, puisqu'on a simplifié l'architecture. Il est beaucoup plus léger. Donc, ce qui veut dire aussi qu'il sera plus performant en termes de consommation, mais il sera aussi plus performant en, fait, en termes de prix à l'achat en fait, ou à la location. Et c'est ce dont on avait besoin aujourd'hui, puisque vous parliez en fait, de l'équation en fait, du taux d'usage, du coût de l'usage en fait, aujourd'hui, donc ce sacro-saint, donc TCO, le coût de détention en fait, du véhicule pour le transport routier de marchandises, où il faut à la fois travailler sur le capex du véhicule, mais aussi sur l'opex carburant, en plus des services. Et sur les services, je pense qu'on est dans le bon salon pour pouvoir en parler. Exactement. Et notez bien qu'à Solutrans, il y aura Hyundai aussi, qui exposera pour la première fois ces camions. Il y en aura même plusieurs à voir. C'est plutôt une bonne chose parce qu'à Solutrans, au début, je crois que vous étiez pratiquement le seul à montrer une solution hydrogène. Alors effectivement, donc, on avait commencé à exposer à Solutrans il y a 2 ans, puisque Solutrans est un salon qui se tient tous les 2 ans. Et c'est le salon européen en fait, du véhicule industriel. Donc normalement, toutes les filières transport européennes se réunissent cette année en fait, à Lyon pour pouvoir justement voir à la fois en fait, toutes les nouveautés, mais pouvoir échanger avec tous les constructeurs, tous les rétrofitteurs. Je pense qu'un certain nombre de régionaux en fait, de l'étape aussi en fait, y seront. Et lorsqu'on était présent en fait, il y a 2 ans, on était quasi les seuls à avoir en fait, un véhicule sur stand. On avait en fait un véhicule aussi Hyundai, mais qui était passé quasiment en catimini puisqu'il était en fait dans la section en fait des essais. Aujourd'hui, donc nous on sera présent en fait avec 2 véhicules, un aux essais, un sur notre stand, véhicule de seconde en fait génération, du coup que vous pourrez essayer aussi en dynamique. On aura aussi en fait un véhicule qu'on développe dans le cadre d'un partenariat avec Hyundai pour un client qui sera dans le Grand Ouest. Il sera aussi présenté parmi les différents véhicules Hyundai qui seront sur ce salon-là. Et je ne désespère pas aussi d'avoir la contribution en fait, du constructeur allemand en fait, que vous connaissez, qui s'appelle MAN, qui lui en fait déploie normalement à partir en fait, de l'année prochaine des poids lourds à moteur à combustion interne hydrogène. Et on aura peut-être la chance pour MAN en fait aussi d'en voir certains ou un au moins en fait dans le cas de Solutrans, puisque c'est l'autre voie, donc c'est pas la voie de l'eau, c'est la voie du feu qui est pour l'hydrogène. Alors vous le voyez, en fait, il y a des nouveautés, il y a un contexte qui semble favorable et à la limite, c'est presque l'inverse de ce que pensent les gens par rapport à l'hydrogène en France, côté politique ou journalistique. Juste pour bien comprendre, Illico, vous avez un positionnement qui est un peu similaire à Essedco, ce sont des services autour du véhicule. Alors, on a totalement en fait regardé dessus l'épaule de Stéphane pour copier le business model, puisque, comme disait Stéphane, mettre des véhicules à la route, notamment sur les nouvelles énergies, et tu connais ça très bien puisque tu as vécu aussi en fait la transition sur l'électrique, c'est impossible en fait sans avoir l'infrastructure. Donc, il faut développer l'infrastructure, il faut pouvoir mettre en place les stations pour les avitailler, mais aussi et surtout, et je pense que la photo en fait sur laquelle tu insistais, tu revenais en fait Stéphane, est la plus importante. C'est le service, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a en fait des populations qui exploitent donc ces nouveaux véhicules, en fait, nouvelles énergies, pour remplir leur mission. Leur métier en fait tous les jours, c'est pas tellement en fait de tester en fait l'innovation des nouvelles énergies, c'est de façon décarbonée de faire en fait le travail qu'ils font tous les jours de façon en fait la plus efficace et la plus compétitive possible. Et pour ça, au-delà en fait du véhicule, au-delà de l'infrastructure, ce qu'on doit garantir nous en tant qu'opérateurs, c'est le taux de disponibilité en fait pour nos clients et donc le service. Avoir en fait des techniciens formés, très qualifiés, avoir accès en fait aux partenariats constructeurs pour les pièces de rechange, savoir en fait bien maîtriser en fait ces heures de main d'œuvre sur les opérations en fait d'entretien et de réparation sur les véhicules, de savoir faire le préventif comme le curatif en fait pour les véhicules, c'est le plus important en fait pour que nos clients soient satisfaits. Merci, on va enchaîner que les bus et puis les autocars. Alors un petit mot du bus parce que Bassel-Aslan, on se croise régulièrement aux 24 heures du Mans, bien sûr. Alors il y a des bus à hydrogène au Mans, et puis vous êtes allé à Fuji, je crois, il n'y a pas très longtemps. Et les bus à hydrogène, il y a un bus qui a circulé sur le circuit de Fuji. C'est vrai, c'était une expérience extraordinaire parce que les bus, je ne sais pas si vous avez entendu parler, ils l'appellent Safari Trip, comme les safaris avec les animaux, sauf qu'à la place des animaux, il y a les hypercars, les LMP2, les différents cars d'endurance qui remplacent les bêtes sauvages, qui circulent au même moment avec les bus à grande vitesse. Et je pense que c'était osé, parce que hydrogène,
exposés à un tel danger, c'est pas évident. Mais je pense que ça fait une étape nécessaire pour que les gens comprennent que la technologie elle est tellement maîtrisée, il y a tellement des choses qu'ils ont mis en place, des procédures, des designs, qui la rend aussi fiable que n'importe quelle est sûr que les technologies thermiques classiques. Les bus à hydrogène, il y a quand même un nombre croissant de villes, hein, Jean-Baptiste Mossac, qui optent pour cette solution. Oui, tout à fait. Alors, malheureusement, je n'ai pas le chiffre en tête. On a de plus en plus de déploiements de bus. On a des tests d'autocars même à hydrogène qui sont en cours dans la région sud, avec un soutien affirmé et continu des pouvoirs publics qui ont joué le jeu en déployant les infrastructures, en s'équipant de bus. Et c'est un des éléments qui a le plus porté la filière jusqu'à présent. Quand on regarde un petit peu historiquement, ça fait plus de 14 ans maintenant que je suis dans l'hydrogène, à chaque fois, les premiers déploiements ont été soutenus grâce aux régions, grâce aux collectivités, et je crois qu'on peut leur rendre hommage à ce niveau-là. Bourgogne-Franche-Comté, la Normandie et Auvergne-Rhône-Alpes, Occitanie, j'en oublie. Enfin, toutes elles ont joué le jeu. Aujourd'hui, il y a une partie d'infrastructures qui sont déployées et malheureusement, on n'a pas toujours eu les véhicules, mais par contre, on a toujours eu l'engagement des collectivités locales et territoriales et on peut vraiment les remercier pour ça. Alors justement, les autocars, on va en parler avec vous, Stéphane Zinola, pour GCK. On va regarder la photo de votre autocar, voilà, aux couleurs de la région Aura. Et c'était d'ailleurs devant l'hôtel de région, c'était au moment des journées hydrogène dans les territoires à Lyon, en juillet dernier. Très bien, merci pour la photo. Et effectivement, je confirme qu'il y a des autocars, puisqu'il y a au moins les GCK, et il y en a une trentaine qu'on a fabriquées depuis le début de l'année 2024. Donc aujourd'hui, le dernier écosystème qui s'est monté, c'est l'écosystème clermontois. Aujourd'hui, on a 9 autocars dans l'agglomération de Clermont-Ferrand, donc avec le SNTP de l'agglomération de Clermont, et 2 stations de remplissage. Donc une station sur Cournon d'Auvergne et une sur Gravenches. Donc c'est un système qui tourne. Aujourd'hui, les autocars ont parcouru environ 2000-2500 km depuis leur mise en service il y a quelques semaines seulement, et qui fonctionne très bien. Donc c'est sur le même type. Donc nous on rétrofit un autocar qui s'appelle le Crossway de chez Iveco. Pourquoi est-ce qu'on travaille sur cet autocar? Tout simplement parce que c'est largement le plus répandu en France et donc celui qui a le potentiel de décarbonation le plus important. Donc aujourd'hui ces autocars c'est majoritairement des diesels. Quelques GNV aussi qu'on est capable aussi de rétrofiter, que ce soit d'ailleurs en pile à combustible et en thermique, j'en parlerai tout à l'heure. Et aujourd'hui, donc, je disais, on commence à avoir ce retour d'expérience avec des consommations qui sont relativement basses. Nous, on est sur du 6,5 kg au 100 sur ces piles. Alors, on utilise 2 types de piles. On utilise soit des piles Symbio, on a 5 piles Symbio, soit des piles Toyota, donc les mêmes que Iveco. Donc, on en a 4 en Toyota. Voilà, donc, un écosystème qui marche plutôt bien aujourd'hui et on a 16 autocars en tout qui sont badgés de la même façon là, en région Auvergne-Rhône-Alpes. Donc en plus de Clermont, on est aussi sur la région de Vienne, donc avec Vienne Agglo dans ce déploiement. Et très prochainement, on va aussi transposer cette technologie-là sur les bennes ordures ménagères, toujours pour les collectivités. Très bien. Question pour vous, Stéphane Tac. Vos stations, elles servent à alimenter les taxis, mais est-ce qu'elles pourraient s'ouvrir à d'autres véhicules hydrogène? Oui, elles le sont déjà. Aujourd'hui, elles remplissent déjà des cars, quelques lourds, donc elles le font déjà. Alors nous, on a une orientation très mobilité légère, mais aujourd'hui, bien sûr que dans ce maillage dont tu parlais aussi au Varit et de l'accompagnement des clients, on est obligé de l'ouvrir au maximum de manière à ouvrir tout l'écosystème en réalité. Si on veut que l'écosystème se développe, nos ambitions, c'est bien sûr de pouvoir poser des points. Il y a beaucoup de régions aujourd'hui, Jean-Baptiste le disait, qui ont vraiment acté et qui ont vraiment lancé ce process de lancement de stations, parce qu'on parle beaucoup d'usage, mais s'il n'y a pas de station, il n'y a pas d'usage. Et on a des territoires comme l'Occitanie, la Vendée ou la région Auvergne-Rhône-Alpes qui est très développée et oui, qui peuvent accueillir des véhicules hydrogène légers ou lourds, quoi. Alors, en matière de retour d'expérience, parce que vos taxis font beaucoup de kilomètres, on a vu tout à l'heure une image du garage, qu'en est-il de la fiabilité et des éventuels problèmes que vous pouvez rencontrer? On parlait de la pile à combustible Toyota. Aujourd'hui, on a un produit qui est ultra fiable. On fait beaucoup moins d'interventions qu'un véhicule thermique. On n'a pas de frottement. On a tout
tout simplement, on évite, je ne pourrais pas parler de pourcentage, mais vraiment énormément de pannes. Tout comme un véhicule électrique, on ne consomme pas de plaquettes. Je vous donnerai un exemple. On a aujourd'hui un véhicule qui tourne qu'à 360 000 km, qui tourne en activité taxi, donc avec beaucoup de sollicitations, beaucoup d'usages intensifs. On a changé une fois le jeu de plaquettes dans sa durée de vie pour l'instant. Donc, produit très très fiable en tout cas. Et aujourd'hui, bon, il n'y a pas beaucoup de constructeurs encore qui sont aujourd'hui lancés sur cette mobilité hydrogène, mais ça vient. Mais en tout cas, nous, on a beaucoup d'espérance en tout cas sur la possibilité d'avoir un véhicule très très fiable dans cet écosystème hydrogène. Merci. Même question pour Ovarit, bien sûr, par rapport aux camions qui ont aussi des missions. Il faut que ça tienne le choc. Oui, tout à fait. Au niveau en fait, donc, du taux de disponibilité dont on a parlé, je le confirme pleinement en fait, par rapport aux propos en fait, de Stéphane. On est sur une pile à combustible en fait, qui est très fiable donc, aujourd'hui. Et nous, on a la chance aussi en fait, de pouvoir travailler avec nos véhicules qui ont été en fait convertis donc, par ces technologies rétrofit en pile à combustible Toyota, mais on travaille aussi avec des véhicules en fait, de marque Hyundai qui sont eux en fait des poids lourds, hein, donc qui sont équipés en fait de ces piles à combustible en fait Hyundai et qui sont un peu plus éprouvés puisque c'est de la monte en neuf hein, et qui ont été en fait les premiers déployés en Suisse il y a de cela à peu près en fait 4 ans. De notre observation à nous, entre le rétrofit en fait, et le neuf Hyundai, on n'a pas de différence. C'est-à-dire qu'on a le même taux de disponibilité, on est au-dessus en fait, de 95%. On est en fait, aujourd'hui en fait, sur une technologie qui est très fiable. On est sur une technologie aujourd'hui qui tient sa promesse, puisque l'hydrogène sur en fait, le poids lourd aujourd'hui en fait, fonctionne sur une pression en fait, de 350 bars. Donc on est à 350 fois la pression atmosphérique. On n'est pas encore à 700 bars, donc 700 fois la pression atmosphérique tel qu'on peut le faire en fait sur le véhicule léger. Ça va arriver en fait d'ici à 24 mois. On fait en fait 400 km sans problème en fait avec une charge de marchandises sur en fait un plein complet. Et surtout en fait on fait nos pleins en 15-20 minutes sur des pleins complets. Donc on est totalement en fait comme tu le disais Stéphane dans le confort en fait de ce qu'apporte une motorisation électrique. On est sur le niveau de performance en fait du thermique, donc on a le meilleur quelque part en fait de ces deux mondes-là. Et aussi et surtout, on a le même phénomène avec les conducteurs, c'est-à-dire que lorsqu'ils partent en congé, puisque les conducteurs en fait pour le poids lourd, lorsqu'ils sont en congé, ont des en fait conducteurs donc qui servent en fait de backup. Et généralement, en partant, les conducteurs voilà essayent de cacher les clés en fait du véhicule parce qu'ils ont quelques craintes en fait de plus pouvoir en fait remonter dans leur véhicule lorsqu'ils rentrent de congé. Très bien. Alors, pour GCK, c'est pareil, il y a des tests d'endurance. À chaque fois, vous allez homologuer un véhicule. Absolument. J'ai parlé de l'écosystème clermontois, qui est le plus récent. Mais les premiers autocars qui ont tourné, c'est les autocars dans le cadre des Jeux Olympiques 2024 à Paris, où on avait une flotte de 10 autocars rétrofités avec la société Bigreen, où là, on a accumulé plusieurs dizaines de milliers de kilomètres. Donc on est sur de la pile Toyota également, et avec le même retour d'expérience, c'est-à-dire un taux de disponibilité de l'ordre de 95% et aucun problème majeur sur la technologie. Je confirme également, donc je disais sur ces autocars, nous on a des réservoirs de 22 kg et on a des temps de remplissage qui sont entre 15 et 20 minutes pour remplir cette vingtaine de kilos. Et j'ai déjà mentionné tout à l'heure des consommations de l'ordre de 6,5 kg au 100 sur les autocars 12 mètres ou 13 mètres, parce qu'on a les deux cas. Alors on va terminer avec la compétition automobile, mais juste avant, un mot de l'Asie et de la Chine, parce qu'en fait il se passe beaucoup de choses. C'est vrai que nous on a le sentiment d'être à l'arrêt ici, mais à l'autre bout du monde, c'est pas du tout la même histoire. Oui, c'est un sujet compliqué. On peut se féliciter que quelque part une mobilité décarbonée existe quelque part et qu'il y en ait la preuve. La Chine aujourd'hui annonce des dizaines de milliers de véhicules, majoritairement des camions, qui sont en fonctionnement depuis des années. Il y a encore 5 ans, on pouvait penser que la Chine avait un retard à rattraper en termes de technologie, mais la capacité industrielle, la volonté de développement et l'accompagnement de l'ensemble des métropoles est tellement important qu'en quelques années, ils ont rattrapé et dépassé très 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 largement ce qui peut se faire aujourd'hui. Donc on a une flotte impressionnante à Paris de taxis. Je ne sais pas, on peut peut-être parler aussi de Tokyo qui a annoncé l'ambition de déployer 600 véhicules à hydrogène d'ici à 2030. Donc c'est plutôt pas mal, on est complètement dans la course. Mais quand on se compare à ce qui se fait en Chine, on pourrait dire qu'on est assez loin aujourd'hui.
Je le prends plutôt du côté positif. Ça démontre qu'il y a un intérêt pour une mobilité décarbonée, que c'est complètement déployable à grande échelle et que s'il faut faire alors, politiquement, je ne sais pas si on peut en parler, mais certains aujourd'hui considèrent déjà des alliances ou des partenariats. Et je pense que l'idée, c'est comme d'habitude, c'est d'essayer de maximiser la création de valeur, c'est-à-dire avec suffisamment de barrières à l'entrée ou de mécanismes de réciprocité pour arriver à faire en sorte que cette mobilité décarbonée dont on a besoin se développe sans complètement faire disparaître. Et pour le meilleur de nos industriels français et européens, on va avoir besoin de champions non pas nationaux, mais européens, de taille européenne, capables d'être compétitifs au niveau de dimension mondiale. À ce propos, Varit, vous étiez, je crois, à Meaux hier. Il y avait un colloque sur l'hydrogène et il y a une Chinoise, une dirigeante d'entreprise qui a cité quelques chiffres qui pourraient nous faire rêver potentiellement. Oui, alors si effectivement, en fait, on en croit donc cette directrice exécutive donc d'un groupe qui s'appelle Refire, c'est un spécialiste de la pile à combustible en Chine, qui aujourd'hui aussi commence à développer un certain nombre en fait, d'usages, dont des usages poids lourds. Suivant elle, il y a aujourd'hui en fait en Chine 35 000 véhicules hydrogène en circulation, dont 98% sont en fait des véhicules lourds, donc à la fois des bus en fait et des poids lourds. Leur trajectoire en fait est un objectif de 50 000 véhicules. Alors normalement c'est annoncé en fait à 2030 ou un peu plus tôt. Il semblait en fait dire que pour le moment ils étaient en fait pas encore totalement sur la trajectoire en fait d'atteindre rapidement en fait ces 50 000 véhicules, mais comme disait Jean-Baptiste, ils ont une capacité industrielle, une volonté politique en fait d'y aller pour boucler la boucle par rapport donc à la question en fait du début. Je pense qu'on a l'intelligence, puisque tout autant que nous sommes en fait, on est tous, je veux dire, à l'œuvre en fait dans à la fois les modèles économiques innovants, dans l'ingénierie en fait innovante de cette mobilité en fait décarbonée. Et j'ai l'impression donc de ne pas forcément qu'on manque en fait de moyens financiers, mais que sans doute aussi une volonté politique claire doit se dégager dans un renouveau en fait du soutien à l'hydrogène pour que quelque part en fait aujourd'hui toutes les planètes soient alignées pour que, comme tu le dis en fait Jean-Baptiste, il faut qu'on puisse assister à l'émergence en fait de champions nationaux puis européens qui soient en mesure en fait de rentrer en fait dans cette compétition qui est une compétition mondiale pour l'hydrogène. Alors la compétition, on va en parler, on va regarder tout de suite la photo de mission H24. Donc la H24 Evo, c'est cette super voiture, hein. Je crois que tout le monde est d'accord sur le design, c'est la voiture qu'on peut voir à l'entrée bien sûr de ce hall 7.1. Alors quelques mots d'abord, Bassel Aslan, pour rappeler ce que c'est que ce programme Mission H24. Le programme a démarré en 2018 en collaboration avec l'ACO, l'Automobile Club de l'Ouest. L'objectif, c'est préparer la décarbonation de motorsport et l'introduction de catégories hydrogène dans les championnats endurance. On a dans le contexte de ce programme, 2 prototypes ont été déjà construits. La première proto, c'était plus un biplace comme démonstrateur de la technologie. La deuxième proto, c'était plus une voiture de course avec lequel on a participé aux 4 courses cadre de Michelin Le Mans Cup. On les a finis tous les 4 en montrant la fiabilité de cette technologie et la possibilité que ce soit une alternative viable dans le motorsport, l'hydrogène. Maintenant, on est en train de construire le 3e proto que vous voyez à l'écran et avec lequel on vise la performance. Parce qu'on ne va pas se mentir, jusqu'à maintenant, surtout dans le domaine du motorsport, il y a beaucoup de doutes que cette technologie elle pourrait être aussi compétitive qu'une technologie thermique classique. Je n'ai pas besoin de vous dire l'amour et l'enthousiasme pour le moteur, pour le bruit, pour le diesel, l'odeur d'essence. C'est très dur de travailler dans telle ambiance parce qu'il y a déjà un historique très très fort. Et lutter contre ça, montrant la performance, c'est vraiment un travail à part, en plus de challenge technologique. Donc en fait, avec ce proto, on va montrer qu'on est capable de battre une catégorie entière qui est la catégorie GT3. Pour les gens qui savent, c'est les voitures plutôt de route qui sont adaptées à la course. Donc on va essayer vraiment de montrer qu'on est au niveau de meilleur GT3.
sans oublier qu'on adopte la technologie fuel cell. Donc, c'est encore plus difficile. Avec un partenaire français qui est Symbio. Exactement, c'est Symbio qui était avec nous dès le début. Et maintenant, en fait, ils fournissent ce troisième prototype avec un système fuel cell complet qui est dérivé d'une technologie appliquée sur un camion. Vous allez trouver ça bizarre, mais en réalité non. Le motorsport, c'est aussi exigeant que le camion. Donc on a 2 stacks, chacun 150 kW, qui donnent un pic de puissance de 300 kW. On ajoute à ça un batterie tampon qui fait 350 kW. Donc on a un pic de puissance de 650 kW. C'est 772 chevaux à peu près, qui permet d'avoir une performance vraiment très impressionnante de cette voiture. Avec beaucoup de partenaires, hein. Il y a McLaren, il y a Effectivement, que des grands noms. Hein. Effectivement, depuis 2018, le programme, il y a beaucoup de partenaires qui ont rejoint cette aventure. Michelin, les pneus, McLaren pour le système de contrôle, Forvia récemment sur le réservoir liquide, hydrogène liquide. Et effectivement, il y a Sensco, il y a Next Solution, il y a plein d'autres partenaires. C'est tous les autocollants qu'on voit sur la voiture. Alors, on va poursuivre l'explication de ce programme. Je propose de regarder une petite vidéo parce qu'en fait, les 24 heures du Mans, ça sert aussi à entraîner toute la filière hydrogène. Et chaque année, il y a un forum sur justement l'hydrogène. C'est ce qu'on va regarder tout de suite. Alors j'en profite pour commenter un petit peu. Donc en fait, depuis 2019, la ville du Mans organise un forum tous les ans sur l'hydrogène. Ça se passait cette année sur le circuit du Mans. Donc on était en fait au Welcome, hein, qui est effectivement un réceptif très sympa. Donc là on voit le maire, on a vu furtivement le maire du Mans, Stéphane Le Foll et bien sûr Pierre Fillon, le président de l'ACO, hein, qui tous les deux sont très impliqués et travaillent en commun. Donc c'est très bien de voir ça. Et donc là un bus justement, alors c'est un bus Daimler avec une pile Toyota, une association pour le moins improbable, mais un bus à hydrogène. Et là ce qu'on voit c'était des proto-hydrogènes qui ont participé à l'éco-marathon Shell. Voilà. Et il y a eu quelques conférences. On reconnaissait Bassel à l'image, c'était la table ronde sur la compétition hydrogène, parce que effectivement tous les ans on fait le point sur Mission H24. Et là c'est un important cadre de Toyota Europe, puisque Toyota en fait collabore avec Mission H24. En fait, on collabore essentiellement sur l'aéro de la voiture et le refroidissement. Et qui dit système fuel cell, ils savent que le refroidissement, c'est un aspect majeur, c'est un challenge très important. Et encore avec 300 kW de puissance, vous imaginez, il y a autant de puissance à évacuer, à peu près. Donc, il faut un système de refroidissement si efficace qui ne dégrade pas la performance aéro de la voiture. Et notre collaboration sur Toyota, il est vraiment basé sur ça. Voilà, et on a vu, donc là, c'est le pick-up Hilux hydrogène, mais il y avait avant la Kawasaki à moteur hydrogène. Enfin, c'est presque un salon finalement de l'hydrogène qui se déroule tous les ans au Mans. Effectivement, oui. Comme je dis au début, c'est un laboratoire, c'est une vitrine dans laquelle je pense les technologies doivent se montrer et en fait c'est un combat. Par exemple, si on prend l'exemple entre le fuel cell et le moteur thermique, je pense à ce moment-là c'est très difficile savoir c'est quoi le meilleur pour le motorsport. De quoi la stratégie pour ça la stratégie de l'ACO et en général c'est laisser les deux technologies révéler sur un circuit. Et je pense la deuxième, la troisième génération, on aura la réponse, c'est quoi le plus adapté au motorsport. Est-ce que c'est un moteur thermique ou c'est un système pile à combustible? Alors justement, on va regarder la photo de GCK, puisque justement GCK, vous avez développé donc un moteur thermique sur une voiture de course, c'est la Phoenix H2, qu'on va voir juste après. Allez-y, parlez de la voiture tant qu'elle arrive. Bon. Donc la Phoenix H2, effectivement, c'est l'autre technologie, le moteur thermique hydrogène,
par rapport à la pile à combustible que développe H24. Donc on a le même objectif de toute façon, hein, c'est parvenir à de la compétition décarbonée, que ce soit par un vecteur ou par l'autre. Et on est également engagé... La photo est là, on l'a retrouvée. Ah, parfait. Et on a pu justement avoir ces tours de démonstration au Mans en ouverture ensemble, donc avec H24, avec GCK Solutions F, avec Ligier Bosch aussi, et avec Alpine, bien sûr, dont on a parlé en début de conférence. Donc aujourd'hui, ce projet-là, c'était pour nous une vitrine technologique. Hein. Donc nous, on a commencé ce projet-là en 2022. Aujourd'hui, on a un moteur qui est complètement opérationnel depuis l'année dernière. Et ça nous a permis aujourd'hui de développer une compétence sur la combustion à hydrogène qui permet d'avoir cet applicatif aussi sur le secteur de l'autocar, donc notre secteur clé aujourd'hui chez GCK, où on a beaucoup parlé de ces autocars piles à combustible, donc une trentaine d'autocars piles à combustible qui roulent. Aujourd'hui, on est en train de développer la motorisation thermique hydrogène. Donc ça veut dire qu'on part du moteur de l'autocar, le moteur diesel. J'insiste bien, on récupère ce moteur diesel, on le rénove et on le convertit à l'hydrogène. Et c'est le même moteur qui repart dans l'autocar et on transforme un autocar diesel en autocar hydrogène décarboné. Donc ça a un avantage majeur, cette opération, c'est le coût. Aujourd'hui, on est bien moins cher qu'une pile à combustible. On estime, qu'on fait les deux technologies, qu'on est sur un ratio de 1 à 2. Donc on est 2 fois moins cher pour convertir le moteur thermique, sur le prix de la conversion totale, y compris les réservoirs. Donc, comme il y a toujours un revers à la médaille, on va avoir des niveaux de consommation un petit peu supérieurs. Donc ça va être en fait un équilibre en fonction de l'usage et des besoins. Donc d'un côté, on va avoir un CAPEX plus important avec la pile, mais un OPEX. Donc OPEX, ça va être les coûts de fonctionnement qui va être plus faible. Et de l'autre côté, si on a notamment des missions qui sont un petit peu plus courtes, typiquement 150 km par jour, le moteur thermique va être très compétitif de par le CAPEX, donc le coût d'investissement qui va être bien plus faible que la pile. Et on ne verra jamais les courbes de coûts se croiser, même s'il va consommer légèrement plus. Donc aujourd'hui, c'est une techno qu'on développe chez Solutions F, nous, près d'Aix-en-Provence, qui est au bon moteur actuellement, qui va partir à la fin du mois pour être installé dans un autocar. Et on va avoir le premier démonstrateur qui va rouler en début d'année 2026. Alors, pour terminer, donc, on revient sur la voiture Massel. Le calendrier, dans les prochains mois, qu'est-ce qui va se passer ? En fait, on est dans la phase de construction actuellement, de design. On doit avoir un design freeze à la fin de cette année. Juste pour toucher un mot sur les challenges qui nous a retardé le plus, c'est vraiment basculer vers le liquide. Parce que avec le gaz, on a vu la limite dans le motorsport. Il y a plusieurs challenges. Le premier, c'est le temps de ravitaillement. Et surtout, ça, on va ravitailler vite. Vraiment, il y a les contraintes thermiques. Donc, en fait, le temps de ravitaillement pour le gaz, c'est pas si adapté à la compétition. Deuxièmement, la densité de l'hydrogène à bord. Grâce au passage au liquide, on est passé, juste pour vous donner des chiffres, de 8 kg d'hydrogène à bord à 14 kg, qui nous permet maintenant d'avoir un stint, une période de ravitaillement de 40-45 minutes, très similaire aux voitures thermiques. Donc en fait, pour encore aller et être au même niveau que les voitures thermiques, nous, la FIA et l'ACO, on a adopté l'hydrogène liquide comme vraiment la lignée essentielle pour le motorsport. Et du coup, je reviens au programme, le design freeze fin d'année, et on pense mettre la voiture sur banc pour la tester mi-2026. Et je pense qu'il fera ses premiers pas sur un circuit début 2027. Merci pour ce calendrier révisé. Alors peut-être pour terminer, l'hydrogène liquide, comment vous voyez les choses ? À la fois, je dirais, chez AEC&Co et chez Illico, qu'est-ce que ça vous inspire ? Là, ça peut paraître futuriste par rapport à la compétition, évidemment. Alors sur la compétition, c'est le choix qui est en train de s'imposer de lui-même pour plusieurs raisons. Le premier, ça va être l'autonomie. On embarque beaucoup plus à ISO, masse de réservoir, beaucoup plus d'hydrogène en liquide qu'en gazeux, même à 700 bars aujourd'hui. Donc ça, c'est un réel atout par rapport à l'espacement des ravitaillements. Le deuxième avantage, on en a parlé, c'est le temps de ravitaillement.
puisqu'effectivement en gazeux on va rencontrer ces problèmes de thermique, voire aussi, et ça c'est quelque chose qu'on a pu voir, c'est que selon le moment où on va ravitailler, selon qu'on est au début ou à la fin des stands, on ne va pas avoir les mêmes conditions thermiques du réservoir et on va désavantager celui qui est soit au début soit à la fin en fonction des contraintes thermiques. Donc le liquide, au moins on n'a pas ce sujet-là. Donc moi je trouve que c'est une très bonne chose de passer directement à cette phase d'hydrogène liquide pour le domaine de la compétition. Et comme d'habitude, la compétition va servir de laboratoire et on espère également que ça servira de locomotive pour les technologies plus industrielles comme l'autocar ou le poids lourd. Oui, comme toujours, le sport automobile a toujours servi de locomotive pour tout ce qui arrive sur les véhicules particuliers derrière ou autre. Donc oui, on en rêve tous de l'hydrogène liquide. Il y a quand même quelques défis techniques à grande échelle à réaliser. Donc je pense que c'est pas encore pour un présent, pour le présent, mais en tout cas oui, tout le monde le regarde avec grande attention. Parce que oui, l'autonomie, là on n'aura vraiment plus de sujet d'autonomie. On pourra facilement avoir beaucoup d'hydrogène dans son véhicule, en tout cas beaucoup plus. Parce que la problématique du gazeux, c'est aussi de le compartimenter dans un endroit où aujourd'hui on ne peut pas avoir de forme biscornue ou autre pour le stocker. Et donc oui, ce serait une vraie solution pour avoir une autonomie accrue encore plus importante des véhicules. Et je dirais qu'effectivement c'est un très bon choix et que peut-être dans ce cas très très particulier d'hydrogène liquide, le secteur du poids lourd a peut-être devancé la compétition dans le sens où vous avez un constructeur en Allemagne qui s'appelle Daimler Trucks, donc pas des moindres, qui développe en fait depuis quelques années donc, un tracteur hydrogène liquide. C'est-à-dire qu'aujourd'hui en fait il a un démonstrateur et qu'il a aussi en fait en essai dont le rôle est en fait de démontrer qu'avec l'hydrogène liquide on est capable en fait d'avoir des autonomies de plus de 1000 km sur un seul plein. Comme tu disais Stéphane et comme vous le disiez, l'idée aussi est d'avoir l'infrastructure en fait qui suive parce qu'on est sur un gaz qu'on a en fait refroidi, donc là on doit être à moins 263 degrés si mes souvenirs sont bons. Moins 263 degrés, la différence de température avec la température ambiante et puis après dans les pays chauds c'est quand même en fait assez conséquent. C'est un réel défi d'un point de vue infrastructure, exploitation. On peut ne pas dire en fait que ça existe puisque des moyens en fait de locomotion ou de mobilité en fait à hydrogène liquide ça existe depuis quasiment les années 60 et ça permet justement d'avoir en fait ces constellations de satellites aujourd'hui tout autour de la Terre. Donc je dirais en fait comme pas mal en fait d'énergie, de formes de mobilité, on fait parfois en fait du neuf avec du vieux, puisque si on se souvient bien, le véhicule électrique faisait partie en fait dès l'origine il y a un siècle des premières voies possibles en fait pour pouvoir justement nous déplacer individuellement. Voilà, et pour terminer, je voudrais juste signaler que la première compétition hydrogène au monde a eu lieu la semaine dernière. C'était Extreme H avec des buggy à hydrogène gazeux. Tout s'est bien passé a priori, personne n'est mort. Donc, juste pour le mot de la fin, Jean-Baptiste Mossas, cette filière, elle continue à avancer? Oui, je crois que c'est le message à garder, c'est-à-dire qu'il y a une volonté politique qui est rendue complexe par le contexte économique, politique, particulièrement en France. Ça continue à avancer en Europe, ça continue à avancer dans le reste du monde. L'Asie est très présente sur le sujet. Une des façons, je dirais, de redonner de la dynamique aujourd'hui, c'est de travailler sur les usages. Et une façon de travailler sur les usages, c'est de trouver des marchés d'application. On est très très attentif à ce point au sein de France Hydrogène, pardon pour la publicité, mais les industriels ont souvent fait remonter que les usages n'avaient pas suffisamment été pris en compte ces dernières années dans les politiques publiques d'accompagnement. Il y a eu de l'aide au développement, de l'aide au CAPEX, parfois un petit peu d'aide aux OPEX. Et une des façons de multiplier les usages, ça serait de commencer à introduire une réglementation sur les flottes de véhicules d'entreprise. C'est un des grands axes de réflexion aujourd'hui au niveau de l'Europe. C'est un des sujets qui est poussé conjointement par France Hydrogène et d'autres associations pour que progressivement, les berlines, les véhicules utilitaires et à terme les véhicules lourds soient entièrement convertis avec des motorisations zéro émission au sein des flottes d'entreprise. Et ça générera suffisamment de traction pour que derrière, des usages plus marginaux ou grand public puissent suivre dans la foulée. Et donc on pousse vraiment cette direction et c'est un des axes d'espoir et de progrès qu'on voit pour cette année de notre côté. Merci à tous pour vos contributions. Comme vous le voyez, donc c'est une réalité et elle demande qu'à se déployer. Merci pour votre attention. À bientôt.